Bonjour et bienvenue pour cette exploration du magazine Cerveau et Psycho. Bonjour. On a sous les yeux le numéro 181 de novembre 2025 et en couverture un gros dossier, le TDAH. Oui, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Exactement. Le magazine titre Pourquoi les adultes sont aussi concernés et comment stopper la fuite de l'attention. On va regarder ça de plus près? Tout à fait. L'idée, c'est de décrypter un peu ce dossier, comprendre ce qui est vraiment le TDAH chez l'adulte, au-delà des idées reçues, quoi, Mhm. et puis voir comment on peut mieux vivre avec. Et après ça, on fera un petit tour d'autres articles sympas du numéro. D'accord. Pour extraire les infos clés, les rendre accessibles, c'est parti. C'est parti. Alors commençons par le TDAH. Pour quelqu'un qui connaît pas bien, c'est quoi exactement en quelques mots? D'accord? Et souvent, ça s'accompagne d'une agitation ou d'une impulsivité qui sont un peu excessives pour l'âge. C'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Neurodéveloppemental. Oui, ça veut dire que ça vient de la façon dont le cerveau se développe et fonctionne, dès le départ en fait. D'accord. Et tout de suite, le magazine insiste sur un point important. On pense souvent TDAH égale enfant qui bouge tout le temps, mais c'est pas si simple, hein. Ah non, pas du tout. C'est vraiment l'idée reçue la plus classique. D'ailleurs, il parle de la partie émergée de l'iceberg. Ah oui, Parce que les chiffres le montrent. À peu près 60% des enfants qui ont un TDAH, ils gardent des symptômes qui les gênent encore à l'âge adulte. 60%. C'est énorme. Oui. Donc le TDAH, ça disparaît pas comme par magie à 18 ans, quoi. C'est pas juste un truc d'enfant. Mais alors, chez un adulte, ça ressemble à quoi? Parce que j'imagine c'est pas forcément la personne qui grimpe au rideau au bureau. Non, non, c'est souvent moins. Moins spectaculaire, on va dire. L'hyperactivité physique, elle peut diminuer avec l'âge ou alors elle se transforme. Elle se transforme. Comment ça? Chez l'adulte, ça peut être plus une espèce d'agitation à l'intérieur, tu vois. Un sentiment d'être toujours sur les nerfs, Mhm. une difficulté à rester tranquille, à se détendre vraiment. Le besoin de bouger les jambes, de tapoter avec ses doigts. Ou parfois parler tout le temps sans arrêt. C'est souvent plus caché, plus intériorisé. D'accord. Et pour l'attention, l'impulsivité, concrètement, ça donne quoi au quotidien, au travail, dans la vie perso? Alors, le déficit d'attention, c'est souvent ça le plus lourd pour l'adulte. Ça va être par exemple une vraie galère pour rester concentré longtemps, surtout sur des tâches un peu ennuyeuses ou répétitives. Ok. Une tendance à se laisser distraire par le moindre truc, les oublis constants. Où j'ai mis mes clés? Ah zut, le rendez-vous. Le genre de choses qui arrivent à tout le monde, mais là c'est plus fréquent. Beaucoup plus fréquent. Et ça a un impact plus fort, oui. Il y a aussi la difficulté à commencer une tâche, la fameuse procrastination, ou au contraire, à la finir. Une désorganisation un peu chronique. Et l'impulsivité? L'impulsivité, ça peut être prendre des décisions sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences, couper la parole aux autres, avoir du mal à gérer sa frustration, à attendre son tour. On imagine facilement l'impact que ça peut avoir. Ah oui, sur le boulot, les délais, la gestion de l'argent, les relations avec les autres, ça peut être compliqué. Le magazine raconte l'histoire de Ludivine, là. Diagnostiquée à 33 ans seulement. Oui. Elle explique qu'elle s'est toujours sentie un peu à côté, désorganisée, dans la lune. Et c'est en voyant des trucs sur les réseaux sociaux qu'elle a commencé à se poser des questions. Exactement. Son histoire, elle est très représentative de ce problème de sous-diagnostic. Il est énorme chez les adultes. Surtout chez les femmes, apparemment. Oui, tout à fait. Chez les filles, l'hyperactivité est souvent moins bruyante, plus discrète. Et puis, elles développent parfois, sans s'en rendre compte, des stratégies pour compenser. Des stratégies, c'est-à-dire? Par exemple, devenir hyper perfectionniste pour être sûr de ne rien oublier. Ou au contraire, se mettre un peu en retrait, être très discrète. Du coup, on les repère moins. On va plutôt dire qu'elles sont anxieuses ou juste un peu rêveuses. Et ces stratégies de compensation, ça peut être quoi d'autre? Par exemple, vérifier 10 fois un truc par peur d'avoir fait une erreur? Ça peut être ça, oui. Ou alors passer un temps fou à planifier quelque chose de simple, de peur de s'éparpiller. Utiliser plein d'agendas, de post-it, de rappels partout. Éviter certaines situations sociales par peur de dire une bêtise. Ou, au contraire, être hyper actif dans plein de domaines pour masquer une agitation intérieure. Ça doit être épuisant à la longue. C'est très fatigant, oui. Et ça peut cacher une vraie souffrance. Et ce sous-diagnostic, il est si important que ça? On a des chiffres? Les chiffres donnent un peu le vertige, oui. On estime qu'environ 6% des enfants sont concernés et 3% des adultes, dans le monde. 3% des adultes, ça fait déjà beaucoup de monde. Oui, mais attends, parmi ces adultes-là, on pense que seule une toute petite partie, peut-être 3% de ces 3%, donc très peu,
et vraiment diagnostiquer et aider. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que des millions de gens galèrent sans savoir pourquoi, en fait. C'est exactement ça. Ils luttent au quotidien sans savoir que leurs difficultés ont un nom et qu'il existe des solutions. C'est énorme. On voit que les réseaux sociaux, comme pour Ludivine, ça peut parfois alerter. Mais il y a un piège aussi, j'imagine. Oui, c'est à double tranchant. Ça peut aider à ce que les gens osent en parler, se reconnaissent, c'est bien. Mais bon, l'information qu'on y trouve est hyper inégale, quoi. Mhm. Et le risque, c'est de s'auto-diagnostiquer un peu vite. Tiens, j'oublie mes clés, j'ai un TDAH. Ou de banaliser un trouble qui peut être vraiment handicapant. Rien ne remplace la vie d'un pro. C'est clair. Et alors, d'où ça vient, ce trouble? On parle beaucoup de génétique, non? Oui, la part génétique est très très importante. On parle d'une héritabilité autour de 80%. 80%. C'est un des troubles psy où la génétique joue le plus grand rôle. Si un parent a un TDAH, le risque pour l'enfant est bien plus élevé. Ok, 80%, ça paraît presque joué d'avance. Ou est-ce que l'environnement a quand même un rôle? Non, non, ce n'est pas joué d'avance. C'est une très bonne question. L'environnement, il interagit avec cette prédisposition génétique. C'est-à-dire? Par exemple, si pendant la grossesse, la mère est exposée à l'alcool, au tabac ou à certains polluants comme le plomb, ou si le bébé naît très prématuré ou avec un tout petit poids, ça peut augmenter le risque ou influencer comment les symptômes vont s'exprimer. C'est une combinaison complexe, gènes et environnement. Et dans le cerveau lui-même, il se passe quoi? C'est quoi la différence? On voit des différences dans comment certaines zones du cerveau et certains réseaux de neurones se développent et fonctionnent. Surtout le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est où ça? C'est la zone juste derrière le front. Elle est super importante pour planifier, s'organiser, rester concentré et aussi pour freiner nos réactions impulsives. D'accord. Il y a aussi des particularités dans une autre zone, le striatum, qui est impliqué dans la motivation, la récompense, le contrôle des mouvements. Et tout ça semble lié à une régulation un peu différente de certains messagers chimiques dans le cerveau. Les neurotransmetteurs. C'est ça. Surtout la dopamine et la noradrénaline. Le message clé à retenir, c'est que ce n'est absolument pas une question de volonté ou de paresse. C'est vraiment un fonctionnement du cerveau qui est différent. Le magazine propose un petit test, un questionnaire d'auto-évaluation. C'est une bonne idée pour commencer? Oui, ces questionnaires, comme celui qui est présenté, l'ASRS, ce sont des outils de dépistage. Ils sont utiles. Utile comment? Ils permettent de faire un premier point. Est-ce que je me reconnais souvent là-dedans? Difficulté à finir un truc, à m'organiser, besoin de bouger. Si le score est élevé, ça peut être un signal, oui. Ça peut pousser à aller voir quelqu'un. Mais ça suffit pas pour dire « j'ai un TDAH ». Ah non, surtout pas. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Un questionnaire, ça ne fait pas un diagnostic. D'accord. Seul un professionnel, un médecin, un psychiatre, un neurologue, un psychologue formé, peut poser le diagnostic. Et ça se fait après une évaluation complète. Des entretiens, comprendre l'histoire de la personne, l'impact dans sa vie, et aussi écarter d'autres problèmes qui pourraient ressembler, comme l'anxiété ou la dépression. Ok, la démarche est claire. Et une fois que le diagnostic est posé, on fait quoi? Comment on stoppe la fuite de l'attention, comme dit la couverture? Il n'y a pas de bouton off magique, mais il y a une combinaison de choses qui marchent bien en général. On parle de prise en charge multimodale. Multimodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on combine plusieurs approches. D'abord, les thérapies. Surtout les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, mais adaptées au TDAH. Les TCC? Oui. Le but, c'est pas de guérir le TDAH, mais d'aider la personne à mieux comprendre comment elle fonctionne et surtout à développer des stratégies concrètes pour gérer les symptômes au quotidien. Des stratégies comme? Apprendre à mieux s'organiser, à gérer son temps, à découper les grosses tâches en plus petites, à mieux gérer ses émotions, à freiner l'impulsivité. Ludivine, dans l'article, elle apprend par exemple à repérer ce qui la distrait le plus, les notifs du téléphone, Internet, et à mettre des barrières pour se protéger quand elle a besoin de se concentrer. D'accord. Et on parle souvent de médicaments aussi, pour le TDAH. Oui, c'est le deuxième pilier possible. Les médicaments, surtout ceux qu'on appelle psychostimulants, comme le méthylphénidate. Le Ritaline, Concerta? C'est ça. Ils peuvent être très efficaces pour certains adultes. Ils agissent sur la dopamine et la noradrénaline pour améliorer la concentration, réduire l'impulsivité, l'agitation. C'est une solution miracle, hein? Non, pas une solution miracle et ça ne convient pas à tout le monde. Mais quand c'est bien prescrit par un médecin spécialiste, avec un bon suivi, ça peut vraiment aider à mieux fonctionner au quotidien. Et à part la thérapie et les médicaments, il y a d'autres choses? Le coaching, l'environnement? Tout à fait. C'est le troisième volet. Adapter son environnement, c'est souvent très utile.
Par exemple? Créer un coin de travail calme sans distraction. Utiliser des outils visuels pour s'organiser, des tableaux, des listes claires. Mettre en place des routines. Utiliser des minuteurs pour rythmer le travail. Et le coaching? Le coaching spécialisé TDAH, ça peut être un super complément pour aider à mettre en pratique les stratégies qu'on apprend en thérapie, pour atteindre des objectifs précis. L'important, c'est de trouver la bonne combinaison pour chaque personne, parce que chaque TDAH est différent. L'interview du psychiatre, Yann Lestrade, elle insiste vraiment sur l'importance de reconnaître ce trouble chez l'adulte, de sortir de l'idée que c'est juste un trait de caractère ou un manque de sérieux. C'est un message fondamental, oui. Savoir que ça existe, que c'est pas de notre faute et qu'il y a des solutions, ça doit déjà faire une grosse différence. Ah oui, complètement. Le diagnostic, ça permet de déculpabiliser, de mieux se comprendre et, enfin, d'avoir accès à une aide adaptée. Ça peut vraiment changer une vie. Le TDAH adulte, ça existe, c'est fréquent et ça se prend en charge. C'est pas une fatalité. Merci, c'était très clair et très complet sur ce dossier TDAH, un sujet complexe mais visiblement essentiel. Oui, qui touche beaucoup de monde. Alors après ce focus sur le TDAH adulte, le magazine nous propose plein d'autres explorations. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Eveline? Alors oui, il y a pas mal de choses intéressantes, par exemple une image assez incroyable dans la rubrique «L'image du mois». Ça concerne la maladie de Parkinson. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle montre, cette image? En fait, grâce à des microscopes très puissants, on voit comment des petits tas d'une protéine normale, l'alpha-synucléine, qui est en orange sur l'image, viennent carrément attaquer les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi déjà? C'est un peu les petites usines à énergie de nos cellules, y compris des neurones. Elles sont en vert sur l'image, et les neurones eux-mêmes en bleu. D'accord. Et donc, ces protéines attaquent les usines. C'est ça. Et quand les mitochondries sont abîmées, le neurone manque d'énergie et il finit par mourir. C'est très visuel, ça aide à comprendre un des mécanismes de la maladie. Et l'article dit qu'une piste de recherche, c'est justement d'essayer d'empêcher cette attaque pour protéger les neurones. C'est vrai que c'est une façon très concrète de voir les choses au niveau cellulaire. Rien à voir, mais il y a aussi cette histoire folle qui s'est passée en France en 1951. Ah, vous parlez de l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Oui, c'est une histoire incroyable et tragique à la fois. Racontez un peu. Eh bien, en plein été 51, dans ce village du Gard, une partie des habitants est frappée d'un coup par une espèce de folie collective, des hallucinations terribles, des délires, des convulsions, c'était la panique totale. Mais comment? Pourquoi? Plusieurs personnes sont mortes, des dizaines ont été hospitalisées dans un état grave. L'enquête a été longue, mais l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est une intoxication alimentaire massive. Dû à quoi? À l'ergot de seigle. C'est un champignon qui peut pousser sur les céréales et il fabrique des substances très proches du LSD, chimiquement. Le pain du boulanger local aurait été contaminé. Du pain au LSD, en gros. En quelque sorte, oui. Et ça a provoqué ces effets psychédéliques et toxiques sur plein de gens en même temps. C'est un drame historique qui montre de façon assez brutale comment une substance chimique peut complètement dérégler la perception et le comportement de tout un groupe. Ça fait froid dans le dos quand même. Ah oui, effectivement. On reste sur l'impact de l'environnement, mais de manière plus quotidienne. L'article sur les effets de la ville sur notre cerveau. Qu'est-ce qu'on apprend exactement? L'idée principale, c'est que la ville, même si on y est habitué, ça a un coût pour notre cerveau et nos émotions. C'est pas neutre. Comment ça? Un coup? Le bruit, par exemple. Même un bruit de fond, pas très fort, mais constant. Ça augmente notre stress, ça fatigue notre attention, ça peut même affecter notre concentration ou notre précision dans les gestes. Ah oui. Oui. Et à l'inverse, la présence de nature en ville, ça a des effets positifs qui sont de mieux en mieux prouvés. On sait que la nature, ça fait du bien, mais est-ce que c'est quantifiable? Oui, de plus en plus. Il y a des études qui montrent que vivre près d'espaces verts, c'est lié à moins de dépression, moins d'anxiété. Il faut un grand parc pour que ça marche? Pas forcément. L'article donne l'exemple de Medellín, en Colombie. Là-bas, ils ont créé des corridors verts, c'est-à-dire qu'ils ont planté plein d'arbres, de la végétation, le long de certaines rues. D'accord. Et ça a changé quelque chose? Eh bien oui. Déjà, la température locale a baissé de 2 ou 3 degrés, ce qui est énorme en ville, et surtout, les habitants ont dit se sentir mieux. Leur bien-être s'est amélioré. Intéressant. Ça montre bien que mettre plus de nature en ville, réduire le bruit, c'est pas juste pour faire joli. C'est un vrai enjeu de santé publique, de santé mentale. C'est une piste importante pour les villes de demain. Et pour finir ce petit tour, un sujet qui ouvre des perspectives d'avenir, la régénération nerveuse. On croyait que les neurones perdus, c'était pour toujours, non?
Oui, ça a été le dogme pendant très très longtemps, hein. Un neurone perdu est perdu à jamais. Et ce n'est plus vrai. Disons que la recherche a beaucoup avancé. On sait maintenant que les nerfs qu'on a dans les bras, les jambes, les nerfs périphériques, ils ont une certaine capacité à repousser après une blessure. C'est lent, c'est pas toujours parfait, mais ça existe. Ah bon? Oui. L'article parle même de techniques chirurgicales, les transferts nerveux, où on utilise un nerf sain pour aller recabler une zone qui a été abîmée. Impressionnant. Et pour le cerveau lui-même, c'est possible aussi. C'est plus compliqué, évidemment, mais là aussi, il y a de l'espoir. On a découvert qu'il y a de la neurogénèse chez l'adulte. C'est-à-dire? Notre cerveau continue de fabriquer quelques nouveaux neurones toute notre vie. Bon, c'est dans des zones très précises, comme l'hippocampe, qui est important pour la mémoire. D'accord. Mais est-ce qu'on peut stimuler ça, réparer après un accident, une maladie? C'est exactement ce que les chercheurs essayent de faire. Ils explorent plein de pistes pour aider le cerveau à se réparer après un AVC, un traumatisme crânien ou dans des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Quelle piste, par exemple? Ça peut être des greffes de cellules, des thérapies géniques ou trouver des molécules qui créeraient un environnement plus favorable pour que les neurones abîmés survivent et, peut-être, repoussent un peu. On est encore loin de pouvoir réparer le cerveau facilement, hein. Mais l'idée qu'une certaine régénération est possible, ça ouvre des portes thérapeutiques vraiment excitantes pour le futur. Du TDAH chez l'adulte à Parkinson vu au microscope, en passant par le pain maudit, l'impact du bruit des villes et les espoirs de réparation du cerveau. C'est vrai que ce numéro est riche, hein? C'est ça, la richesse de cerveau et psycho. Et si on devait tirer une petite réflexion de tout ça, Oui, ce serait peut-être que tous ces articles, chacun à sa façon, ils nous montrent à quel point notre cerveau, notre esprit sont complexes et sensibles à plein de choses. La génétique, l'environnement, la chimie, le social. c'est vrai. Et peut-être que comprendre un peu mieux comment ça marche, y compris quand ça fonctionne de manière un peu différente, comme dans le TDAH, ou quand c'est fragile face à la maladie ou à un environnement difficile, bah ça pourrait nous inviter à être un peu plus nuancés dans nos jugements, non? Plus nuancé. Oui, peut-être développer un peu plus d'empathie, de compréhension, pour soi-même et pour les autres. Mettre un peu moins d'étiquettes rapides sur ce qui est normal ou pas normal, quoi. Une belle pensée pour conclure. Pour celles et ceux qui voudraient creuser tous ces sujets, on rappelle la référence Cerveau et Psycho numéro 181 de novembre 2025. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous.